Et nous pourrions un jour voir Francis Ngannou et John Jones s'affronter dans une cage de MMA, c'est en tout cas le souhait d'Eric Nicksick, coach du Predator. Un mot sur l'UFC Vegas 95 et ses conférences de presse. Israel Adesanya fera son retour ce week-end. Et oui, nous sommes le lundi 12 août 2024, et comme à chaque émission, nous faisons le tour de l'actualité. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. En conférence de presse, Sergei Spivak nous a appris qu'il était blessé depuis environ un mois, ce qui l'a empêché de pouvoir bien s'entraîner sur la fin du camp. Il a aussi expliqué que le plan était de mettre la pression à son adversaire et de le terminer rapidement. Il explique aussi qu'il avait prévu plusieurs scénarios et dans le cas où il se retrouvait sur le dos, il dit qu'il avait travaillé quelques mouvements en particulier, dont celui sur lequel il s'est imposé, ce qui rend la victoire encore plus belle à ses yeux. Un journaliste lui fait remarquer que les fans n'étaient pas très emballés par cette revanche contre Tibura, et il répond tout simplement que lui il n'a pas choisi le combat. On lui a proposé, il a dit oui et c'est tout. Il dit aussi avoir appris de tous ses combats, notamment de ses défaites, ce qui lui permet aujourd'hui d'être beaucoup plus performant dans la cage. Et pour la suite, il dit qu'il va prendre un peu de temps pour lui, un peu de temps surtout pour soigner ses blessures. Il va aussi devenir père très prochainement, mais pas trop longtemps parce qu'il veut combattre pour la fin de l'année. Jailton Almeida a demandé à le combattre en disant que ce serait le numéro 7 contre le numéro 8. Alors il a fait une réponse un peu bizarre en disant laissez-le s'entraîner ou quelque chose comme ça, j'ai pas vraiment compris. Surtout qu'il a dit que lui voudrait prendre le vainqueur de Volkov contre Gann. Ce qui fait beaucoup moins de logique qu'un combat contre Jailton Almeida. À la limite, prendre le perdant de Gann Volkov, je veux bien y croire, mais le vainqueur, j'y crois pas du tout. Et alors que Jailton Almeida, je trouve que pour les deux, ça ferait un très beau combat et ça ferait de la logique dans la catégorie. Interrogé lui aussi suite à sa victoire, Mariscal estime que son adversaire n'a pas choisi la bonne stratégie dans leur combat et que dès le deuxième round, il commençait à avoir des mouvements de désespoir, même s'il lui reconnaît bien sûr une grosse résistance, et ça je pense que tout le monde l'aura constaté dans l'octogone. Sinon, il s'est dit prêt à combattre n'importe qui dans la catégorie, expliquant qu'il ne choisit pas ses adversaires et qu'il ne le ferait jamais. Pour en revenir à son combat, on a vu son adversaire plusieurs fois se plaindre à l'arbitre de coups reçus derrière la tête, notamment dans les phases de Grand and Pound. Bon, lui, il explique qu'il n'y est pour rien, que c'était pas volontaire, qu'il veut pas être un combattant vu comme un combattant sale, un combattant dirty. Mais d'après lui, c'est plutôt l'adversaire qui tournait la tête dans tous les sens. Et du coup, il y a des coups qui arrivaient derrière la tête. Il dit même qu'il s'est excusé pendant le Grand and Pound. Il dit ouais, j'étais là en train de frapper. Je disais ah pardon, désolé, pardon, désolé. Je sais pas s'il y a de la blague là-dedans ou s'il y a du vrai, mais ça m'a fait plutôt sourire. Moi, je pense que c'est vrai, vraiment, je pense pas qu'il voulait frapper derrière la tête, mais quand t'as un adversaire qui est face au sol, qui tourne la tête à gauche, à droite, il y a forcément des coups qui pleuvent dans tous les sens et qui viennent toucher la tête. Et j'adore son style, je vous avais dit, Mariscal, son nom ne m'a pas encore marqué, à part son combat contre Morgan, mais là, vraiment, ce style que moi j'appelle la lutte machine à laver, il me faisait penser un peu à Clay Guida, un peu à Uriah Faber, alors voilà, je fais des parallèles. Mais j'adore, je te mets au sol, je frappe, on se relève, je vais au clinch, je te mets au sol, je te frappe. J'adore, là ça y est, il a marqué mon esprit. Maintenant je vais scanner les prélims, je vais tout scanner pour voir s'il est pas sur la carte. Et lui il le dit, moi j'essaye d'être toujours actif dans toutes les positions. Je pense que ça rend le combat beaucoup plus agréable pour les fans. Et il a raison, surtout en lutte, surtout en grappling, surtout au clinch. C'est pas ce que les spectateurs préfèrent. Le public non averti n'aime pas ces phases-là. Mais je pense que lui il fait partie de ces gens qui peuvent faire apprécier à ces gens-là toutes ces phases. On a demandé à Israel Adesanya, qui fera son retour ce week-end, je le rappelle, face à Dricus du Plessis pour la ceinture des poids moyens, quel avait été le déclic pour revenir. Je rappelle qu'il avait annoncé prendre une pause, on ne savait pas trop si c'était un break, une retraite, etc. Il a répondu que quand toutes ses blessures, toutes les blessures qu'il a eues tout au long de sa carrière, qui se sont accumulées, etc., ont été guéries et qu'il a eu le feu vert des médecins, il s'est remis à l'entraînement petit à petit. Et puis il a ajouté, tout ça m'a énormément manqué, je suis très heureux de revenir. Et d'ailleurs, vous le savez, pour l'UFC 300, déjà on parlait de son retour et il a confirmé que l'UFC que lui, avait dit à l'UFC qu'il était prêt à revenir, mais que ça a bloqué de leur côté, qu'il n'a pas eu de nouvelles, il sait pas pourquoi, il dit bah c'est pas plus mal, maintenant on fait ça en Australie, entre guillemets chez moi, donc forcément ça lui fait plaisir. Il s'est dit forcément très heureux de l'adversaire, il a confirmé que l'animosité entre les deux était réelle, mais que c'était pas non plus personnel, il a rappelé que tout ça était un show, et qu'il se considère comme un showman, comme un entertainer, pour le citer. Le journaliste lui a demandé si devenir 3 fois champion comme Randy Couture avant lui était une motivation supplémentaire.
Il a répondu que oui, mais que la première des motivations était de détruire Dricus du Plessis, ce qui m'a plutôt là encore une fois fait sourire. Et puis concernant Dricus, il dit qu'il a un style très particulier qui peut faire penser à Marvin Vettori, qu'il a déjà affronté et battu 2 fois, mais que Vettori prend un peu plus de risques, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. Et puis il dit qu'il a un game plan, qu'il va l'exécuter et que les choses vont bien se passer. Et quand on lui demande quelle sera la suite pour lui, forcément on pense à un combat contre Alex Pereira, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, il dit qu'il n'a pas pensé à la suite et qu'il est concentré sur la tâche qui l'attend ce week-end. On aura bien l'occasion de reparler pendant toute cette semaine. Eric Nicksick, coach de Francis Ngannou, a reconnu qu'il y a encore quelques temps, il n'était pas très confiant quant à un retour de son combattant, alors pas par rapport à ce qui s'est passé en boxe anglaise, hein, à savoir la défaite contre Joshua, puis tout l'argent qu'il a pu y gagner, mais plutôt vis-à-vis du décès de son fils. Bon, c'est vrai que quand on y pense, ça aurait pu être le début de la fin pour Francis, hein. Le début de la descente aux enfers, ça n'a pas été le cas et on est très heureux pour lui. Il a aussi confié que Francis n'a jamais arrêté de s'entraîner en MMA, surtout en lutte et en grappling, même s'il y a eu entre-temps un petit peu de sparring MMA pur. Et d'ailleurs, hein, il affirme que ces 2 combats de boxe anglaise lui ont permis d'être meilleur en striking, surtout défensivement et du coup sur les phases de contre. Il pense qu'il va pouvoir beaucoup mieux contrer avec les points. Et puis le journaliste lui dit, tu sais, pendant un moment, on parlait de Francis Ngannou contre John Jones. Ngannou est parti en boxe anglaise, du coup il a un peu disparu des radars. Aujourd'hui, on a Thomas Spinal qui est énorme. Qu'est-ce que ça va donner d'après toi? Est-ce que Ngannou a définitivement disparu du top gratin mondial du MMA ou est-ce qu'il est toujours là en embuscade? Il dit écoute, c'est vrai que Francis s'est un peu fait oublier ces derniers mois, mais je pense qu'avec cette victoire, il va revenir tout de suite dans la conversation. Je suis entièrement d'accord avec lui, hein, j'en ai déjà parlé. Concernant son prochain adversaire, à savoir Renan Ferreira, il le décrit comme un adversaire très rapide et avec de très bons basiques, et il le dit, hein, c'est pas une insulte, mais quand vous le regardez, il gagne ses combats avec un jab, bras arrière, il fait des choses simples, mais il les fait à la perfection. Il ne sait pas du tout ce que sera la suite pour Francis Ngannou, de la boxe anglaise, du MMA ou quoi que ce soit, il dit qu'ils n'en ont pas parlé. Lui, personnellement, il veut un combat contre John Jones, il le veut vraiment, et en plus il y croit. Il dit aussi que d'après lui, Thomas Spinal est le meilleur poids lourd actuellement à l'UFC et que sa situation lui rappelle celle de Francis à l'époque où Stipe Miocic et Daniel Cormier faisaient leur trilogie où Ngannou était un peu bloqué. Bah là, ils voient un peu la même chose entre Jones et toujours Stipe Miocic d'ailleurs et Aspinall qui attend son tour sans savoir vraiment ce qui pourrait se passer. Et puis il explique toujours, très confiant pour un combat contre John Jones, il explique que dans ce business c'est l'argent qui parle, hein, money talk comme ils disent les Américains. Il dit il y a l'Arabie Saoudite qui peut payer très cher, Francis est en très bon terme avec eux par rapport à ce qui s'est passé en boxe anglaise, Dana White aussi, je rappelle que Dana White a organisé un événement en Arabie Saoudite. Il dit maintenant Francis il est sous bannière PFL mais il s'entend très bien avec le PFL donc il pourrait très bien faire le lien. Alors je sais que ce week-end on a eu un commentaire de John Jones sur les réseaux sociaux où il disait qu'il allait se retirer après le combat contre Miocic, ensuite le commentaire a été supprimé. Je pense que tout ça c'est de la com, j'ai vraiment envie de voir ce combat. Par contre maintenant si je réfléchis un peu, je suis pas du tout confiant. Je ne pense pas que Dana White accepterait un cross-promotion entre John Jones, qu'il considère comme le meilleur de ses combattants de tous les temps, et Francis Ngannou, sachant qu'il y a quand même un risque pour John Jones de perdre, et une grosse perte de crédibilité pour l'UFC ensuite. J'y crois pas du tout, même si j'ai vraiment envie de voir ce combat. Et puis avant Ngannou, va falloir passer Ferreira. D'ailleurs Ferreira, ça va être compliqué pour lui, parce que ça va être la première fois, je suis convaincu, où il va avoir autant de lumière sur lui. Va falloir gérer ça, de nombreuses conférences de presse, de nombreuses sollicitations. Je pense que ça peut peser dans la balance. Des nouvelles d'Amir Albazi maintenant, hein. Il a annoncé qu'il était prêt à revenir, il a subi 2 lourdes opérations, mais il affirme que tout ça est derrière lui et qu'il l'a fait savoir à l'UFC. Il s'est aussi dit prêt à affronter n'importe qui et n'importe quand, même s'il a un petit faible hein, pour la carte à Abu Dhabi qui va avoir lieu au mois d'octobre. Je rappelle que ce sera un pay-per-view. La carte commence à être déjà bien garnie, mais pourquoi pas avoir Amir Albazi dessus? C'est pas impossible. Il a aussi expliqué qu'il a vu un accord oral avec Brandon Royval. Il dit on s'est vu, alors je crois que c'était à Las Vegas, on a discuté ensemble, on était prêts à s'affronter, mais ça s'est jamais fait. L'UFC n'a jamais abouti le projet, je sais pas trop pourquoi. Et puis en plus maintenant Royval est booké, donc j'y crois plus trop, je pourrais pas l'affronter dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Il a aussi confirmé la petite tension qu'il y avait entre lui et Mokaev, hein, c'est Mokaev qui l'avait annoncé, en disant oui, après ce combat-là, moi je veux aller affronter Albazi parce que je l'aime pas. Il n'en avait pas dit plus, bon bah voilà, lui a confirmé qu'entre lui et Mokaev, c'est pas forcément les grands amours, mais il trouve quand même un peu dur la décision de l'UFC de se séparer de Mokaev alors qu'il était invaincu, et donc forcément sur une série impressionnante de victoires, ça va de soi. Et sinon, il espère une victoire de Kai Kara France face à Herzberg pour pouvoir faire un deuxième combat contre le Néo-Zélandais. C'est une des choses qui le motiverait.
Sinon, un peu plus léger maintenant, vous savez, dans la série qui nous occupe depuis un petit moment, depuis que Bilal Mohamed a pris la ceinture chez les poids welter, tout le monde se tire dessus, hein. Ousmane, Colby, Leon Edwards et Bilal Mohamed. Je vous disais la semaine dernière que Kamaru Ousmane avait fait remarquer à Bilal Mohamed que lui aussi avait battu Leon Edwards. Et là, Bilal Mohamed lui répond attends une minute, je viens juste de voir la dernière ligne de ton tweet. Tu as battu Leon Edwards, mais quand Obama était encore président, arrête de vivre dans le passé. Tes genoux avaient toujours du cartilage à l'époque. Ça m'a fait sourire. Faut pas non plus que ça tombe dans les ridicules, mais je trouve ça toujours drôle. Bilal Mohamed, je vous l'avais dit, c'est un mec qui est assez drôle. J'avais vu des interviews de lui, il avait beaucoup d'humour. Peut-être que son règne, en fait, va être un des règnes les plus drôles de l'histoire du MMA. Je plaisante, bien sûr. Ensuite, on a Davison Figueiredo qui pense être une épine dans le pied de Sean O'Malley. Pourtant, il pense que Sean O'Malley voudrait l'affronter. Il explique que Sean O'Malley n'a pas de puissance dans les poings ni dans les pieds. Il dit il gère bien sa distance, il a de beaux déplacements, il a de beaux kicks, mais je ne vois pas ce KO power, je ne vois pas cette puissance qui couche les mecs. Bon, entre guillemets, et lui, il pense que lui a cette puissance forcément, et qu'il ne pense pas que Sean O'Malley pourrait le mettre KO dans un combat de MMA. Bah écoutez, moi je pense que Figueiredo il essaye de jouer sa carte, hein. Il l'a dit, il pensait que son ascension irait beaucoup plus vite chez les poids coqs. Finalement, bon ça a été rapide quand même, hein. Il en est à son 3e combat dans la catégorie, si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez. 3e victoire, et je pense qu'il aimerait bien passer sous le nez d'Oumar Nurmagomedov. Personnellement, j'y crois pas, et puis surtout, personnellement, moi je veux voir Oumar Nurmagomedov affronter le vainqueur de Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, et si après on a Davison Figueiredo qui arrive, je pense qu'il aura un petit combat à faire avant, je serais très content pour lui. Et vous voyez, Figueiredo, pour arriver au titre, il faudra peut-être qu'il passe Sandhagen, et là par contre, c'est pas gagné pour lui. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. C'était une émission plutôt rapide par rapport à d'autres, mais bon, écoutez, il n'y avait pas non plus des tonnes de choses à dire. Là, on rentre dans la Fight Week de l'UFC 305. Je pense que les conférences de presse vont se chevaucher, les interviews, etc. On va beaucoup en parler. Et tout de suite, on passe à la Minute Auditeur. Minute Auditeur très rapide, elle aussi. Je voulais juste faire un petit point. Je vous ai parlé de Skarbowski la semaine dernière, qui s'entraînait avec John Jones, ou plutôt qui entraînait John Jones avec de gros guillemets, vous le savez bien. Je parlais du moment où il avait été dans l'Ultimate Fighter et où maintenant on l'appelait un peu le maître bourré. Et vous avez été deux à me dire ouais mais il était pas bourré dans l'Ultimate Fighter, il l'a expliqué. Donc il y a peut-être des gens qui savent pas, mais oui vous avez raison. En fait ce qui s'est passé, il l'a expliqué dans l'émission Guy, enfin c'est Gong, je sais plus c'est quoi, Guy or no Guy. Et en gros il a expliqué que lui il était dans un bar très très cher de Las Vegas, qu'il était avec, je crois qu'il y avait Georges Saint-Pierre avec lui, mais je suis pas sûr. Donc ils étaient en train de consommer de l'alcool, il était pas bourré, ils avaient pris un verre, mais un verre qui coûte super cher. Et là on nous a appelé, on a dit ah faut venir tout de suite, on va tourner. Et il dit du coup bah moi le verre au prix où je l'avais payé, j'ai dit non moi j'y vais avec mon verre, c'est mort. Et quand il est arrivé du coup il avait le verre, et puis tout ça ça a fait l'histoire. Donc ouais j'étais au courant de l'histoire, mais c'est toujours assez drôle quand on connaît l'histoire, ça rend l'émission encore plus drôle. Écoutez, si vous voulez, avant de se quitter, je peux vous dire quand même ce que j'ai pensé un peu de la carte du week-end. Très rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille le combat entre le japonais Kazama et Grigoriou. Super combat, ça a été très violent, surtout au 2e round. Sinon, on l'a vu, Gutiérrez c'est passé, mais de peu. Heureusement que c'est passé, parce qu'une 2e défaite de suite, là, je pense que ça aurait fait mal. Je dis pas de bêtises, il avait perdu son dernier combat. En tout cas, ça ne l'aurait pas mis dans de très bonnes conditions. Et puis sinon, Mariscal, je vous l'ai dit, j'ai adoré. Après, les autres combats, bon voilà, un peu moins, j'ai un petit peu moins croché. Mais c'était finalement une carte qui était pas si mauvaise que ça, donc on le dit souvent. Après, heureusement que le main event n'a pas duré trop longtemps, peut-être aussi. Ça aurait pu être long, 5 rounds, si le cardio commençait à baisser chez les deux. Mais ça n'a pas été le cas, donc j'en suis très satisfait. J'espère que vous avez aimé aussi. Et nous, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour de nouvelles actualités MMA.